Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts, ou du moins dans la suite de notre série de podcasts qui a débuté par la loi des cycles et qui s'est poursuivie par l'épisode sur le mythe d'Osiris et le cycle des âges et par l'ère du Capricorne. Si jamais vous avez raté ces épisodes, je vous invite à aller les écouter pour avoir une meilleure compréhension de celui-ci. Et également, puisque je suis devenue youtubeuse visiblement, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour vous tenir informé des prochaines vidéos et des évolutions des podcasts et des informations. Voilà, c'était pour la partie je suis youtubeuse. Donc pour l'ère du Sagittaire, on va commencer tout de suite. Donc c'est une ère qui a débuté autour de moins 19 440 environ. Et cette ère caractérise la porte de la sagesse. Donc c'est une période qui est vachement caractérisée par la période de chasse et d'art primitif. Et donc pour comprendre cette ère, on va procéder comme pour l'ère du Capricorne par l'étude du signe du Sagittaire avant de nous plonger dans les faits d'histoire et les faits mythiques qui peuvent caractériser cet âge. Donc le Sagittaire constitue le 9e signe du zodiaque et le 3e et dernier signe de l'automne. Donc c'est l'époque de la chasse après la fin des travaux des champs. Placé sous l'influence de Jupiter, qui caractérise l'expansion et la cohésion, le Sagittaire représente un centaure, donc un homme cheval muni d'un arc et tirant une flèche. Dans la mythologie grecque, les centaures sont des créatures mi-homme, mi-cheval, parfois chargées de l'instruction des jeunes héros. Le centaure le plus célèbre, c'est Chiron, qui est connu pour sa sagesse. Donc le mythe de Chiron symbolise la lutte entre l'instinct de survie, donc terrestre, et le désir de connaissance spirituelle, donc céleste. Donc on est encore sur ces deux polarités. C'est ce dernier qui l'emporte, donc le spirituel. Ainsi, les centaures représentent la double nature de l'homme, à la fois bestiale et divine. Donc le Sagittaire est une créature à la fois animale et humaine. La partie animale représente l'instinct inconscient pris dans la matière, donc un peu à l'image de Seth. Et le Sagittaire, il a 4 sabots, donc bien ancrés dans la terre, Sagittaire, donc il s'agit de la terre si on parle en langue des oiseaux. Et 4 est le chiffre qui représente la matière. Voilà. Mais la partie supérieure de son corps, elle est humaine, donc droite et dressée vers le ciel, donc ouverte au mystère divin. Surtout la flèche, parce que la flèche qu'il tire, elle exprime la volonté de percer le mystère. Donc dans le Capricorne, on était dans le néant, dans le chaos, dans la materia prima. Avec le Sagittaire naît notre dualité, donc à la fois animale et divine. Donc ici, on explore d'abord la matière, et puis c'est le début de notre quête spirituelle. Donc le Sagittaire évoque la quête, la conquête, l'épopée. Il est toujours représenté en mouvement, au galop, donc un peu à l'image du cycle des âges, parfois cabré et toujours tirant une flèche. Donc on peut se demander où va-t-il, en quelle direction tire sa flèche. Eh bien, c'est très simple, vers le ciel, tout simplement. Donc le Sagittaire représente aussi le feu, donc la force, cette force vitale qui nous habite tous. Donc il vient clôturer la trilogie astrale du feu, trilogie qu'il forme avec le bélier et le lion. Donc chez le feu, par exemple, chez le bélier, par exemple, le feu, c'était celui qui allait représenter la vie. Donc on le verra dans l'ère du bélier. C'est une énergie spontanée, jeune et assez immature. Et chez le lion, c'est plutôt le feu du moi. Donc dans toute sa majesté et sa maturité, c'est voilà, c'est le feu de l'ego, on peut dire. Voilà. Donc le feu du Sagittaire, quant à lui, évoque le feu spirituel qui va illuminer l'âme, dépassant justement cette étape du moi qui peut être présente chez le lion. Donc c'est un feu qui est mu par la volonté et alimenté par un effort permanent. Donc c'est le feu de l'âme qui s'ouvre ou le feu de la connaissance intuitive. On peut le comparer à un canal ou à une échelle qui permet d'accéder au très haut. Donc le Sagittaire a la conquête du monde et de l'esprit. Donc le Sagittaire, il cherche à conquérir le ciel, comme on l'a dit, autrement dit le monde de l'esprit. Il cherche à s'unir au divin. Donc on retrouve ici l'influence de Jupiter qui évoque la cohésion et l'union. Et en réalité, le Sagittaire ne le sait pas toujours. Il court après lui-même. Il cherche à se fixer lui-même, à figer son être pour laisser parler la vérité universelle qu'il porte en lui. C'est en effet en acquérant la connaissance et la maîtrise de soi qu'il sera possible d'accéder à la compréhension des mystères célestes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ainsi,
L'effort sur soi, il consiste à transcender ses instincts et son ego pour accéder à une forme de supraconscience et à un état surhumain universel. Autrement dit, il s'agit de passer du petit moi au vrai soi. C'est un peu ce à quoi consiste notre incarnation, ou du moins nos différentes incarnations. Donc en conclusion, le Sagittaire symbolise l'homme volant vers sa propre transformation, comme la flèche vers sa cible. D'animal, il a la vocation à se changer en être spiritualisé, donc il devra pour ça passer par différentes étapes, notamment celle qui consiste à dépasser son moi, alors même que l'ego a initié le processus de transformation. Parfois c'est compliqué de dépasser l'ego sur beaucoup de points, et même quand on pense l'avoir dépassé, on l'a finalement pas dépassé. Quand on accède à un niveau de conscience supérieur, on se rappelle parfois de certaines périodes et on se dit « Ah, purée, à cette période, je pensais que j'étais pas dans l'ego, mais j'étais encore dedans. » Donc indépendant et conquérant, le Sagittaire découvrira au final qu'il doit renoncer à lui-même, à ses désirs et à ses attentes pour atteindre la perfection spirituelle. Il devra aussi se réconcilier avec la vie collective, abandonnant toute tentation égoïste sous peine de se perdre dans l'ivresse de la grandeur. Côté histoire, le paléolithique moyen est marqué par un certain nombre de comportements évolués tels que la chasse de grands herbivores, tels que des rennes, des bisons ou encore des chevaux, parfois avec rabattage de ces troupeaux vers des pièges naturels. On y trouve aussi la sélection et le transport de silex de très bonne qualité sur des distances pouvant aller jusqu'à une centaine de kilomètres, ou encore l'aménagement d'habitats dont témoignent certains restes de cabanes ou de foyers construits autant en plein air que sous abri. Le Paléolithique supérieur, lui, s'étend entre environ moins 45 000 et moins 12 000 ans, avant présent. Donc il s'achève avec la fin de la dernière période glaciaire. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Et les techniques de chasse, donc, elles se perfectionnent grâce aux nouveaux outils. Donc ils chassent en groupe important. À l'époque de l'ère du Sagittaire, au début de cette période, l'homme chasse des animaux avec des saguets ou en les piégeant. La date d'apparition de l'arc est discutée en l'absence de preuves directes, mais on retrouve des pointes de silex compatibles avec des armatures de flèches, donc qui auraient été découvertes dans différentes industries du Paléolithique supérieur, notamment dans des niveaux de la grotte du Parpallo en Espagne, qui date de moins 19 000 avant présent, donc ça correspond à l'ère du Sagittaire. Donc on voit très certainement, ou du moins possiblement, la symbolique de l'arc du Sagittaire avec l'apparition de ces silex qui seraient compatibles avec des armatures de flèches. On voit en Afrique et en Europe, dès le Paléolithique moyen, des préoccupations d'ordre esthétique, telles que l'usage d'ocre, qui est une matière qui a servi pour différents arts pariétals ou arts rupestres un peu plus tard. On voit aussi une certaine collecte de fossiles insolites ou de minéraux rares et la réalisation, donc après 100 000 ans avant présent, de gravures ou d'incisions non figuratives, tel qu'on a pu le découvrir dans le programme de recherche archéologique de Lascaux, par exemple, qui a permis de révéler le véritable âge de la grotte de Lascaux en Dordogne, dont les vestiges dateraient de moins 21 000 à moins 21 500. Donc il est normal que vers la fin d'une ère et le début d'une autre, puisqu'elles se chevauchent, on puisse avoir des apparitions de ce que pourrait représenter l'ère suivante. Mais si on observe un petit peu l'histoire, il y a eu des apparitions artistiques qui datent de bien avant. Mais je pense que l'homme a toujours, de toute façon, fait des représentations et utilisé une forme de créativité. Mais c'est vrai qu'à partir de cette période, on voit de plus en plus d'art pariétal dans les grottes. Donc, d'après l'archéo-astronome Chantal Géguez-Volkiwiz, la grotte aurait été un centre d'observation du ciel, donc la grotte de Lascaux, puis un temple orné dédié aux constellations célestes. Donc, ainsi, la lumière du soleil se couchant au solstice d'été aurait illuminé la première salle des taureaux, donc avant qu'un éboulement obstrue l'accès de cette salle, qui est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, fermée au public aujourd'hui, donc, dont les peintures représenteraient une carte des constellations zodiacales. Cette interprétation, elle a été accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique et je dirais que c'est à peu près normal dans le sens où, entre les différents anthropologues, archéologues ou scientifiques, il y a des différents points de vue et tout le monde ne se rejoint pas sur les différentes théories. Donc, d'autres chercheurs, donc Alastair Combs de l'Université du Kent et le docteur Martin Sweetman de l'Université d'Édimbourg, pensent eux avoir aussi réussi à décoder le sens de ces œuvres d'art. Donc, il ne serait pas simplement des représentations d'animaux sauvages, ce serait plutôt des symboles
qui représenteraient donc des symboles d'animaux, hein, qui représenteraient les constellations du ciel et qui seraient utilisés pour marquer des dates et des événements tels que des comètes ou des éclipses, etc. Dans leur article publié dans la revue Athens Journal of History, les auteurs rejoignent du coup Chantal, je ne vais pas dire tout son nom de famille à chaque fois, c'est trop long, dans l'hypothèse que cette pratique avait un rapport avec le ciel, les constellations et les saisons, et qu'elles auraient été transmises de génération en génération, donc par tradition orale. Et ils l'étendent même à l'Europe, donc ajoutant aussi que certaines œuvres faisaient écho à des événements cosmiques. Donc pour leur enquête, ces chercheurs ont pris soin de comparer la position des étoiles, donc simulée avec un stellarium, en tenant compte de la précession des équinoxes relativement aux datations des représentations d'animaux connus. Ces animaux auraient été rencontrés de la Turquie à l'Allemagne en passant par l'Espagne et la France par ces anciennes civilisations du paléolithique moyen et supérieur au cours d'une période qui s'étend entre moins 40 000 et 7 500 ans. Donc soit depuis la migration des Homo sapiens en Europe jusqu'au début de l'agriculture et de la sédentarisation. Donc il conclut que les peintures de la grotte de Chauvet dateraient d'environ 36 000 ans. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que certaines ères peuvent se chevaucher, mais aussi que l'homme a toujours représenté par l'art des différents moments de sa vie et a tenté d'expliquer différentes choses par l'art. Donc on retrouve des représentations bien antérieures à l'apparition de l'art pariétal qui s'est vraiment popularisé à partir de l'ère du Sagittaire. Donc dans d'autres grottes, telles que Lascaux, Altamira ou bien plus tard, on a découvert donc d'autres représentations comme dans les temples de Göbekli Tepe en Turquie et de Çatalhöyük également en Turquie, qu'on verra un peu plus tard dans les différentes ères, qui auraient toutes le même sens et qui témoigneraient toutes de connaissances en astronomie bien supérieures à ce que l'on pouvait se figurer jusqu'à présent. Donc les trésors de la grotte de Chauvet recèlent de cette part du divin, donc inhérente à toute œuvre d'art. Donc cet art qui s'adresse délibérément à la fois et au sens, aux émotions et à l'intellect. Donc si certains auteurs considèrent que l'art préhistorique relève d'abord et avant tout de préoccupations artistiques, comme on peut le voir, d'autres pensent qu'il doit être envisagé comme un rituel de la chasse magique. Donc on pourrait penser que ces rituels de chasse magique se transmettaient par tradition orale, ce qui pourrait expliquer qu'on ait très peu de vestiges à ce sujet-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des paléontologues considèrent ces vestiges comme des témoignages de préoccupations religieuses. Donc ces représentations seraient des récits initiatiques censés provoquer un éveil de la conscience, une autre vision du monde ou encore la survie du clan. Donc n'en déplaise à Platon, j'ai envie de dire, et à son allégorie de la caverne qu'on retrouve dans le livre 7 de la République de Platon. Donc c'est en descendant dans la grotte que l'humanité retrouve en fait le ciel de ses idées. Donc l'idée du cheval, du mammouth, qui représente différentes constellations, celle de la chasse, de la fécondité qu'on verra dans d'autres ères, et donc ce faisant de la force polymorphe, c'est-à-dire des différents archétypes et aspects des principes actifs de la nature qui sont présents en chacun de nous et qui sont représentés sous différentes formes. Donc c'est en remontant à la surface que ces forces sont confrontées au réalisme sensible le plus froid, donc celui qui obscurcit la pensée et dévoile la découverte des origines, donc le soi profond de l'humanité. Donc en ce sens, on pourrait penser que par exemple les divinités qui se dévoilent dans des grottes sont des divinités plutôt féminines, donc on retrouve le principe féminin de la naissance avec le symbolisme de la grotte qu'on pourrait apparenter par exemple au vagin de la femme. Et d'ailleurs, on retrouve, donc on le verra plus tard, notamment dans l'ère de la Vierge, beaucoup de rites à la déesse mère, donc avec ce principe de mère primaire, donc de mère primitive, donc de déesse primitive. Et à l'inverse, les divinités un peu plus tard masculines, elles, se révèlent plutôt dans des montagnes qu'on pourrait associer donc au phallus. On retrouve l'émanation du principe polaire, donc de la force féminine et de la force masculine, et je dirais l'inverse de l'allégorie, puisque on pourrait associer la force féminine à tout ce qui va toucher à l'intuition, à la spiritualité et à l'émotionnel, et à l'inverse, la force masculine, si on s'en tient uniquement au principe de Seth, à tout ce qui va caractériser plutôt
un principe de domination lié, enfin centré sur le soi, et donc un principe, je dirais, qui est révélé, puisque quand on est dans la grotte, on est dans le caché, et puis quand on est dans la montagne, on est plus dans le principe révélé. Voilà, donc ce sont des hypothèses, encore une fois. D'ailleurs, on va terminer cet épisode ici, mais je vous invite fortement à réagir en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, puisque l'idée c'est vraiment que chacun puisse apporter ses idées, qu'on puisse vraiment voilà, évoluer ensemble, je dirais, dans cette quête de vérité, et que chacun puisse donner différentes interprétations qu'il aurait pu avoir dans ses propres études, etc. C'est toujours intéressant d'avoir des visions différentes, puisque ça permet de se fixer sur d'autres visions que nous, on n'aurait peut-être pas vues dans nos propres études des choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et j'espère que cet épisode vous aura plu.